Bonjour, bienvenue à notre podcast pour convaincre un Capricorne. Moi, c'est Marianne Godbout, je suis avec Vanessa Macera. En gros, le concept du podcast, c'est que les deux, on est assez curieuses de spiritualité, de mythologie, d'archétypes. Puis les deux, on est artistes aussi, puis on travaille sur un projet de création en ce moment autour de différents sujets qui nous intéressent, autour de la science, la spiritualité, les croyances, puis tout ce qui intersecte entre tout ça, là. Moi, je suis artiste multidisciplinaire, plus comme en art numérique, installation vidéo, aussi art vivant, en tout cas, j'essaye. J'ai étudié en création d'expériences immersives et interactives à l'UQAM. Puis avant ça, j'ai fait des études en scénarisation, le certificat à l'UQAM, puis des études aussi à l'INIS en écriture de séries télé. Puis avant ça, j'ai fait un DEC en littérature. C'est Vanessa Macera. Je suis compositrice de musique électroacoustique et mon parcours m'a mené à faire un doctorat là-dedans, en composition, en Angleterre. Et puis, mais avant ça aussi, j'ai fait des études en littérature, donc j'ai aussi un DEC en littérature. L'autre chose aussi, c'est que je pratique l'astrologie, donc c'est vraiment deux pratiques très spéciales à concilier, là, électroacoustique et astrologie. Mais il y a beaucoup de points en commun avec ce que Marianne fait, donc tu sais, les arts vivants, la musique, l'électroacoustique, ça reste de la musique, donc c'est catégorisé comme un art vivant. L'intérêt pour les mythologies, évidemment, qui se retrouve beaucoup en astrologie, puis la littérature, puis les réflexions sur l'art, puis ainsi de suite, donc c'est pour ça qu'on se retrouve. Un épisode qui est assez teinté de féminisme parce que on parle du signe de cette période de l'année, le taureau. Le taureau, c'est un signe qui est associé beaucoup à tout ce qui est comme la paix. En astrologie, c'est le deuxième signe, c'est un signe de terre, puis c'est un signe fixe. C'est parmi les plus lents, si c'est pas le plus lent, là, dans le sens où la façon qu'il fonctionne, il est beaucoup dans le moment présent, dans le apprécier, le plaisir des sens. Quand même un changement là, du bélier au taureau, parce que le bélier, tu sais, c'est vraiment un archétype d'énergie qui fonce. On démarre des choses, on réfléchit pas nécessairement, mais on agit. Alors que le taureau, c'est vraiment beaucoup plus apprécier là où on est, consolider en fait, aussi. C'est un peu l'image comme de la vache là, qui est heureuse dans les prés. Le taureau est associé à la planète Vénus, la planète de l'amour. Il y a tout ce qui est agréable, paisible, aussi la fertilité, l'abondance. Évidemment, le taureau, les vaches, c'est beaucoup associé à l'élevage, puis tu sais, on a aussi l'image de la vache à lait aussi, ça c'est beaucoup dans l'exploitation. Le positif du taureau, c'est tout ce qui est agréable, paisible. Et après, on peut aller dans les excès, comme justement l'excès de l'abondance, le capitalisme, l'ambition sans fin, là, mettons. La recherche absolue du confort matériel, parce que le confort matériel puis la sécurité, ça va très très bien avec le taureau aussi, parce que c'est un signe qui est fixe, c'est un signe qui aime pas se faire challenger. C'est un signe qui cherche la sécurité. Tu sais, si t'es sécure dans une job stable et simple, c'est beaucoup plus facile de te dire que la vie c'est noir ou blanc. Tu sais, faut juste que je fasse de l'argent puis je vais être correct. C'est un peu le principe du taureau très simplifié puis à l'extrême qui s'évite les complexités. Puis évidemment, la vie c'est pas que de la simplicité. C'est un signe qui est très très fort pour la stabilité, le plaisir des sens, parfois têtu aussi, et qui tombe dans le conventionnel. Mettons le pendant féminin d'un taureau, c'est comme une vache. Ben justement, tu sais, il y a la fameuse histoire la vache Émilie, qui est une vache aux États-Unis, je me sais plus quel état, mais son anecdote c'était que elle et son troupeau, ils se faisaient transporter vers l'abattoir, puis elle s'est enfuie. Elle a juste fini le restant de ses jours heureuse et en paix sur une ferme. Puis la vache Émilie, elle a été aussi beaucoup un symbole de véganisme, de végétarisme, tout ce qui est comme activisme pour les droits des animaux, puis ainsi de suite. Je vois beaucoup de posts, mettons, sur comment les vaches, c'est des animaux qui sont très... qui sont en fait très sociaux, puis très doux, puis comme qui se laissent... C'est un peu comme des gros chiens, si on veut, ouais. Là. L'image du taureau en soi, c'est ça, tu sais, c'est un animal qui est paisible, tu sais, qui veut vraiment juste avoir la paix.
Il y a comme une espèce de contradiction à quelque part avec l'image moderne qu'on a. Je pense à comme les toréadors, là, la corrida, puis comme j'imagine, c'est qui est comme super agressif, puis dominant, puis tout ça. Puis même les vaches aussi, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette image que c'est des animaux un peu stupides, un peu justement qui sont faciles à exploiter. C'est des troupeaux. Vaches aussi, parce que j'ai une amie en fait qui me parlait de l'insulte de grosses vaches. C'est comme super violent puis connoté, à la fois misogyne puis c'est grossophobe aussi. Cette espèce de sous-entendu autour de la vache par rapport justement à l'exploitation laitière puis tout, c'est comme vraiment très genré aussi. Gros bœuf, ça c'est vraiment pas autant négatif, on s'entend là. Vache à lait, il y a ça aussi. Puis il y a beaucoup de contes aussi, tu sais, avec des vaches magiques. J'essaie de réfléchir à c'est quoi la mythologie ou la spiritualité autour de la vache. Puis c'est sûr que la première chose que je pensais, c'était en Inde, les vaches sacrées. Et ici aussi, il faut dire, en Amérique du Nord, on mange du bœuf de manière un peu démesurée. Vache à lait, ça veut pas juste dire non plus que ça produit, mais aussi de ce que ça vaut. Mais parce que veux pas un bœuf ou une vache pour l'élever, puis pour qu'elle grandisse, puis qu'elle devienne mature, puis qu'elle soit capable de produire soit de la viande ou, tu sais, à l'époque, c'était aussi il était utilisé pour le travail de la terre aussi, là, pour tirer des charrettes ou des instruments agraires, tu sais. Mais ça prend énormément de ressources pour nourrir un bœuf ou une vache là, avant qu'elle se rende là. Fait qu'il y a ça aussi. Mais surtout, ça reste que pour qu'une vache soit capable de produire du lait, il faut qu'elle ait un vrouse. Puis il y a beaucoup de mystères aussi autour de la production laitière. Tu sais, ici, justement, on produit beaucoup de lait en Amérique du Nord aussi. Là, ça fait, pendant un temps, ça faisait partie des groupes alimentaires puis tout ça. Mais on sait pas trop d'où il vient notre lait, comment il est produit exactement. Tu sais, le véganisme aussi, ça a un peu ses propres... son propre imaginaire aussi des fois, là. Un peu des légendes urbaines aussi autour de la production laitière. Et ça devient dur un peu de démêler le vrai du faux. Puis ça reste qu'à exploiter des animaux, c'est toujours un peu... La perception de la vache puis le bœuf, c'est comme vraiment très genré aussi, tu sais. T'avais mentionné l'image du taureau agressif, puis il y a cette image, il y a ce symbolique-là, je veux dire, les toréadors, oui, mais tu sais, il y a aussi Wall Street Bull, là, qui est comme vraiment, tu sais, genre une image très agressive, là. Pour moi, c'est quand même assez fort aussi dans tout ce qui est archétype du taureau puis symbolique du taureau, parce que justement, Wall Street, c'est hyper associé à l'abondance puis la finance puis tout ça, puis tu sais, mais ça c'est vraiment une approche qui est ultra agressive là. Tu sais, on parlait de véganisme puis tout, mais il y a aussi justement le côté que manger du steak, c'est comme vraiment associé à la masculinité, puis justement le véganisme, puis comme tu sais, juste l'expression de soy boy, tu sais, ceux qui mangent du soya ou qui boivent du lait de soya, ça vient d'un paquet de croyances autour des impacts du soya sur les hormones, puis tout ça. Tu sais, tu as juste à penser au barbecue. Le barbecue, c'est vraiment associé à la masculinité. Alors que on s'entend que tu peux faire cuire des légumes puis du tofu sur un barbecue, rien t'en empêche. J'ai aussi étudié pendant un bout de temps les runes nordiques, la rune Uruz, en alphabet runique, c'est comme un U inversé, là. Ça symbolise le taureau, justement, tout aussi lié à l'abondance, puis aussi, en fait, à la rudesse. Il est fort, il est capable de résister à beaucoup de charges de poids, mais aussi aux intempéries. Puis c'est un animal qui est comme invoqué aussi beaucoup pour la vitalité. Ça m'a fait penser à ça, Wall Street Bull, qui est comme un peu plus agressif, là. Celui-là, je le trouve plus tempéré dans la mythologie nordique. C'est un symbole de stabilité aussi. Il défend, qui symbolise très très bien la résilience, puis ça aussi c'est une des grandes forces du taureau. Puis là, je pensais à la mode des tradwives sur Internet. Qu'il y a cette idée un peu de romancer aussi le travail de la terre, la tradition, puis la famille, la maternité. Puis c'est une affaire, je sens, que je vois beaucoup dans la culture Internet qui s'adresse beaucoup aux jeunes femmes, là. Puis là, il y a des études qui sortent, là, comme quoi que, quand les hommes disent qu'ils veulent une tradwife, puis quand les femmes disent « je veux être une tradwife », c'est comme pas la même chose qu'ils disent, en fait. Puis là, c'est un peu dangereux parce que, c'est ça, pour les hommes, c'est beaucoup cette image, justement, de la femme qui est servile, qui est obéissante, qui est là pour subvenir à ses besoins sexuels ou pour prendre soin de ses enfants à sa place, parce que c'est pas son rôle comme père, tu sais, comme que c'est son rôle, justement, d'être le taureau qui est pourvoyeur. Tu donnes beaucoup à ta famille, puis au niveau monétaire,
tu deviens extrêmement dépendant, puis il y a beaucoup de ces femmes-là, malheureusement, qui se retrouvent vraiment mal prises à partir du moment où ils sont plus dans la fleur de l'âge. Ça reste que si t'as pas un plan aussi de qu'est-ce qui arrive si la relation, elle fonctionne pas, puis que t'as pas ta propre autonomie financière, ou comme, tu sais, si t'as pas travaillé dans ta vie, puis que là, tu te retrouves à divorcer, puis que, ben, t'as plus ce pourvoyeur-là pour s'occuper de toi, puis là, ben, ça peut donner des relations qui sont pas super profondes aussi, quand les rôles sont autant genrés que ça, ben, t'es cantonné dans un espèce de rôle qui est très, genre, maternel, ou ben, même infantilisé. Comment tu veux être considéré d'égal à égal avec ton mari dans ce temps-là, c'est plus compliqué. J'entends souvent parler de féminité sacrée. Des fois, c'est à la sauce plus féministe, parce que je peux pas nier que la féminité puis la masculinité, ça existe ne serait-ce qu'en tant que concept culturel, puis qu'en tant que concept culturel, ça a un réel impact sur la société, parce que c'est comme des espèces de points d'ancrage à travers lesquels on s'identifie ou pas, tu sais. Tu sais, des fois, les gens ont comme cette conception que tout ce qu'une femme fait est féminin, puis que si t'es un homme, c'est masculin, puis c'est une idée qui, à la base, est toxique, puis que si, en plus, on perpétue l'idée que pour être un vrai homme, il faut que tu agisses d'une telle ou d'une telle manière, que tu sois d'une telle ou d'une telle manière. C'est ça qui est toxique. C'est pas comme la masculinité, tu sais, c'est de différencier aussi. Mais je trouve que je rentre dans cette idée de féminin sacré. C'est un peu le pendant féminin de la masculinité toxique des fois, là, tu sais, c'est cette idée très idéalisée de la féminité puis unidirectionnelle, mettons, de qu'est-ce qu'une femme c'est supposé être, puis cette idée que c'est essentiel, genre que c'est vraiment inné chez nous d'être de même. Je pense qu'on avait fait beaucoup de progrès au niveau du féminisme, puis là on recule un petit peu. Tu sais, quand on pense tradwife, des fois c'est plus la femme des années 50 dans son foyer, mais des fois c'est aussi encore plus trad que ça, partir une ferme, là, puis de cuisiner from scratch à partir de rien. Puis c'est comme des attentes qui sont un peu irréalistes aussi, là, dans l'ère moderne, là. Puis il y a beaucoup cette idée aussi que c'est comme plus facile, ou je sais pas, puis que c'est plus inné pour les femmes de jouer cette espèce de rôle-là, de ménagère, de mère de famille, puis de fermière, ou je sais pas trop, cuisinière bonne, que d'aller sur le marché du travail. Alors que, tu sais, quand tu y penses pas pour rien, là, que les femmes, ils se sont révoltées, puis tout, pour avoir le droit de vote, pour avoir le droit de travailler, pour avoir le droit d'avoir leur propre compte en banque, pour avoir le droit de divorcer aussi, fait que le droit d'avorter aussi, comme peut-être que oui, pour certaines personnes c'est un rêve, puis encore là, comme je disais, il faut être réaliste aussi, là, tu sais, je veux dire, cultiver la terre, ce n'est pas facile, là. C'est pas si glamour que ça non plus, là, de vivre dans la boîte avec des animaux, quand même, faut être réaliste, là. La conception de féminité sacrée, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, justement, quand je me suis intéressée à l'astrologie, puis tu sais, que j'essayais d'informer ma pratique, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, tu sais, il y a une idéalisation, puis vraiment une grosse illusion, là, tu sais, de qu'est-ce que c'est que la féminité ou la masculinité. C'est parce que ce qu'on oublie vraiment souvent, c'est que c'est tous des concepts. Oui, OK, on a le sexe biologique, puis encore, cette affaire-là, c'est hyper compliqué. Il y a plein de façons de définir la division entre mâle et femelle. Ça explique pas non plus qu'est-ce que socialement ça exprime comme rôle de l'affinité ou la masculinité. C'est pas parce que t'as un corps qui peut, par exemple, porter un enfant, que après ça, toutes tes fonctions sociales puis toute ta façon de t'exprimer va être en rapport avec ça. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une obligation avec ça? Puis bon, les mythologies, comme en général, l'astrologie, c'est beaucoup basé sur la mythologie gréco-romaine, là. Évidemment que ces mythes-là sont hyper patriarcaux, là. Fait que c'est sûr que quand on commence à associer des concepts qui sont ce qu'on appelle féminité sacrée à, par exemple, un signe comme, je sais pas, c'est comme le taureau, justement, là, parce que c'est un signe qui peut être perçu comme plus passif. Ben, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a un potentiel de violence, là. Tu sais, comme de grande violence, parce que t'es en train de dire, si t'es une femme, faut que tu sois passive, tu sais. Puis c'est pas ça l'idée du tout. Comme dire... mettons, le introverti, extraverti, tu sais, ça n'a pas besoin d'appartenir à un genre. Historiquement, puis avec les nombreux textes, mettons, qui définissent les différents rôles sociaux, puis qu'on retrouve des fois de façon assez insidieuse, là, dans la description des signes astrologiques puis des archétypes qu'on comprend autour de nous. Ça fait en sorte qu'on a comme des habitudes puis des attentes envers les différents rôles sociaux que les genres peuvent avoir, mais tu sais, là, en plus, on est extrêmement dans une binarité aussi, femme ou homme, mais qu'est-ce qui arrive quand t'es non-binaire, tu sais? T'as un corps qui peut porter un enfant,
t'as décidé que tu t'identifies pas à être une femme ou être un homme, puis t'es obligé finalement d'avoir le rôle social de la femme parce que tu peux porter un enfant. Pourquoi? Genre, il y a aucune raison, à part comme justement le système patriarcal, de faire fitter les gens dans un rôle social, puis que ça soit justement simple, tu sais, comme on n'est pas à se poser la question, toi tu portes tel rôle, tu fites à telle place dans la société. Ça serait comme, selon moi, une expression, tu sais, violente ou négative du taureau, justement, tu sais, qui veut une simplicité parce que il aime la sécurité. Tu sais, quand tu veux une sécurité, t'es plus porté à être boqué dans tes idées, justement. L'idée du taureau résilient, il peut être aussi, il va pas bouger, tu sais, peu importe ce qui se passe autour. Mais ça veut aussi dire ça, tu sais, des fois on peut se camper dans des idées qui bougent pas, puis on est dans une inertie totale. Là, comme une espèce d'acceptation qui peut aller jusqu'à accepter le statu quo, justement. Oui, absolument, mais à la limite, qui va préférer le statu quo à être déstabilisé puis au changement, au nom de la sécurité. Mettons, quand tu penses à cette binarité-là, homme-femme, masculin, féminin, en fait, il y a juste les femmes dans cette équation-là qui sont complètement prisonnières du biologique, en fait. Le corps, ça devient comme ta raison d'exister. Alors que dans la masculinité, ça tourne souvent autour, en fait, de ne pas être une femme, tu sais, parce que c'est comme la pire chose que tu peux être comme homme, c'est d'être comme une femme. Mais les idéaux, justement, corporels, que là, maintenant, ça commence aussi, malheureusement, à s'appliquer aux hommes, là, tu sais, on pense à les modes comme le looks maxing, qu'on entend parler de plus en plus, puis la montée de la bigorexie, puis tout ça, puis le masculinisme, tu sais, eux autres aussi, ils commencent à avoir comme leur propre insécurité physique, puis encore là, c'est particulier parce que t'sais, les standards de beauté féminin, ça vient pas vraiment des femmes, justement, ça vient des hommes, alors que les standards de beauté masculine viennent aussi encore là des hommes. Fait que le corps de la femme devient vraiment un outil ou un produit de consommation, dans le fond. Je voulais parler de comment, justement, ces standards-là de beauté, on parlait de grosses vaches tantôt, pis tout ça, comment c'est tellement restrictif. J'ai une amie qui a partagé en story, il y a une actrice américaine qui a été sur un tapis rouge avec un décolleté. Diable, ses seins ne ressemblaient pas à ce qu'on voit dans les médias traditionnels mainstream ou dans la pornographie ou whatever. C'est une fille qui a une grosse poitrine, puis ses seins, ben, ils sont pas pointus comme des obus, là, tu sais, parce que dans cette robe-là, elle a pas mis de brassière, puis ses seins ils reposaient là naturellement, puis le nombre de commentaires qu'elle a reçus sur comment ça avait pas d'allure, que c'était pas beau, que c'était même dégueulasse. Puis je veux dire, moi, je parlais d'un point de vue un peu plus personnel. Moi, ma poitrine ressemble un peu à celle de cette actrice-là, tu sais. Puis je veux dire, je suis pas si complexée que ça par rapport à ça non plus, mais comme j'ai jamais vu, en fait, dans les médias, des seins qui ressemblent aux miens, tu sais, aussi niaiseux que ça. J'ai jamais vu un corps qui ressemble au mien, là. Tu sais, là, je pense à la poitrine parce que c'était ça le post, mais comme, dernièrement aussi, justement, il y a le concept de male gaze qui fait son apparition beaucoup dans le discours ambiant. Je pense que toutes les femmes, on a cette espèce de petite vision de nous à la troisième personne aussi. Là, on est comme très consciente du regard des autres, puis de toutes les imperfections, toutes les bouts, tout ce qu'on dépasse un peu de ces attentes-là. Puis là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Là. Il y en a qui sont même pas vrais, mais déjà, à la base, avec les algorithmes, les gens qui vont montrer, ça va être des gens souvent qui sont au-delà de la moyenne en termes d'esthétique. C'est exposé constamment à toutes sortes de visages symétriques, puis de corps parfaits, puis athlétiques, puis tout ça, puis autant pour les hommes que pour les femmes, là, d'où probablement la montée justement des insécurités pour les hommes aussi, puis de ces pressions-là pour eux aussi. Fut une époque, t'étais dans ton village, peut-être qu'il y avait une fille qui était extraordinairement belle, mais c'était pas un si big deal que ça dans ta vie, parce que ben, cette fille-là, elle allait se marier avec quelqu'un de riche ou de très beau ou de très gentil, puis tant mieux pour elle, mais toutes les autres qui restent, ils ont aussi leur part du gâteau, mais là, tu sais, quand tu compétitionnes sur des applications de dating, puis ça vaut encore là autant pour les hommes, mais tu te poses la question, ben moi, c'est qui les autres sur cette application-là, pourquoi je me fais autant rejeter, mais aussi toi,
peut-être que ça peut biaiser aussi ton jugement, parce que tu vois comme 200 faces dans une journée que tu peux swiper, fait que c'est sûr que... Même juste pour trouver du linge, là, j'ai l'impression des fois que la mode, là, c'est comme s'ils veulent te fat shame, puis je comprends pas vraiment l'intérêt. C'est hyper exclusif, là. Je veux dire, il y en a plein des gens qui fitent pas dans un modèle, mais pourtant, tous les modèles, ou presque, sont faits pour le modèle standard qui a pas un once de gras de trop, qui est idéalement bien proportionné. Même juste trouver un soutien-gorge dès que tu sors de, tu sais, je sais pas, là, ABC. Ah ouais. Je veux dire, les prix explosent de débile, tu sais. Ouais. Mon poids, à travers les années, a vraiment fluctué beaucoup, puis je l'ai vu, là. Puis je l'ai vu pas juste en magasinant mon linge, mais c'est fou. Comme il y a une année où j'ai vu que j'ai perdu du poids, mais ça filait comme presque du jour au lendemain, là. Tu sais, je suis passée de large à médium, puis moi, j'ai une bonne carrure, là, comme, tu sais, je peux porter du large assez facilement, mais, tu sais, juste parce que j'ai perdu un peu de tour de taille, là. J'étais rendue médium, puis là, tout me faisait. Puis j'étais comme, my God, la vie est donc bien facile quand t'es pas un peu de surpoids, parce que j'étais loin d'être obèse, là. J'étais juste comme un petit peu de surpoids, puis là, tout était moins confortable, ça tombait moins bien, je me sentais moins comme à l'aise, ça affectait mon estime de moi aussi, tu sais, juste parce que je voyais que les morceaux, ils tombaient pas tout à fait bien, tu sais, sur mon corps. C'est aussi niaiseux que ça, mais ça a un impact énorme, là, tu sais, sur ta vie pis ton confort avec toi-même. Au-delà de ça, là, j'ai remarqué aussi que les gens me respectaient plus après que j'ai perdu un peu de poids. Pis la quantité de fois où est-ce que les gens, comme, ils me portaient respect, mettons, dans la rue, où est-ce que, tu sais, je sais pas, ils se tassaient plus pour moi, ils ouvraient plus les portes pour moi, ils voulaient plus, comme, m'aider à transporter mes valises si j'étais en voyage. C'est comme énorme comme différence, là. Aïe aïe. Ouais. Je soupçonnais avoir un certain débalancement hormonal parce que j'ai toujours eu des règles pas régulières. Puis à un moment donné, j'ai consulté un gynécologue, puis lui, il m'a carrément dit « Tout est beau avec toi, t'as pas de problème. C'est la seule chose qui va régler ta situation, c'est perdre du poids. Oh. » Puis c'est fréquent, là, se faire dire des affaires de même, là. Je viens d'apprendre que j'avais finalement le syndrome des ovaires polykystiques. Mais avant d'avoir ce diagnostic-là, tu sais, il a fallu quand même que j'aie une vaginose interminable. Plein de problèmes là, qui ont surgi à cause de ça. Je savais pas que c'était une vaginose. À cause de ça, j'arrêtais pas de me faire dire, tu sais, c'est pas grave, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de symptômes, là. Tu sais, j'arrêtais pas de me faire dire, c'est pas grave, c'est pas urgent, y a rien là, c'est peut-être juste normal, tu sais, en vieillissant, nos pertes changent, whatever. Dans le système de santé comme tel, à chaque fois que j'ai des questionnements ou que j'essaye de régler un problème de santé sexuelle, ben j'ai tout le temps un peu l'impression de me faire gaslighter ou de faire minimiser ma condition. Et c'est vrai que c'est pas grave, ça menaçait pas ma vie, mais c'était vraiment fatigant, par exemple, parce que j'avais des pertes constantes. Là c'est peut-être un peu TMI, mais je veux dire, c'était pas le fun, là. Genre... Mais c'était inconfortable. Ben oui, c'était très ouais. inconfortable. Puis tu sais, c'est juste, puis je me sentais pas bien. Je me sentais comme aussi mal à l'aise. Il y avait pas d'odeur, il y avait rien, là. Ça passe à travers ton linge, tu sais, puis genre là, comme... Quand je suis chez moi, puis je m'assois sur une chaise, puis là, ça tâche, c'est pas juste de l'inconfort. Autant que c'est hyper tabou, tu sais, c'est pas des choses dont on discute tant que ça, ben non, justement. Mais c'est pour ça que je viens de mentionner que c'est TMI, puis mais en même temps, man, c'est tellement commun, les vaginoses, là. J'en avais jamais eu de ma vie une vaginose avant. Ça, c'est à cause d'un antibiotique que j'ai pris, tu sais. Ma flore a été débalancée, puis je me suis fait dire vraiment à plusieurs reprises, c'est pas grave, fais-toi-en pas, blablabla, ça va passer, puis whatever. Puis ça passait vraiment pas, tu sais. Puis à cause de ça, ben là, j'ai fait plein d'étapes. J'ai vu un professionnel qui pensait que c'était une vaginite, puis là j'ai eu un médicament contre la vaginite, j'ai eu un antibiotique, l'antibiotique a rien fait, puis j'ai continué à être débalancée. Au travers de ces étapes-là, tu sais, je me suis fait demander comme 3 fois sur 3, genre, j'avais quel âge? Parce qu'il soupçonnait que j'étais peut-être en périménopause. Moi, je viens consulter pour ce qui est censé être vraiment une petite affaire, parce que j'ai des pertes anormales, puis parce que mes règles sont pas régulières. Là, je suis peut-être en périménopause. Wow, attends une minute, là. Tu sais, j'ai même pas considéré la question de est-ce que je pourrais peut-être un jour avoir des enfants. J'ai 38 ans, fait que c'est sûr que oui, à mon âge, juste exister en tant que femme, la question des enfants, c'est une pression qui est constante. Tu sais, si t'en veux ou si t'en veux pas.
À 38 ans, je suis censée être en train de me dire que peut-être que c'est la fin de mes années de fertilité, tu sais. Juste parce que, j'ai pas, mettons, une relation stable, que peut-être que je peux me poser la question de si j'ai des enfants. Je veux dire, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent en ce moment parce que je suis allée consulter un professionnel de la santé, parce que j'avais un petit malaise vaginal, là, c'est devenu comme la question de es-tu à la fin de ta période de fertilité, puis comme comment tu veux gérer ça, genre. C'est comme un petit symptôme qui finalement devient comme une espèce de crise existentielle. Vraiment. Le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, ça aussi, là, ça touche la fertilité. Quand t'as ce syndrome-là, ben ça peut être plus difficile à concevoir. Quand j'ai consulté le médecin pour ça, tu sais, là, elle, ce qu'elle me disait, c'est il faut pas que tu skippes trop tes règles, parce que les règles, ça permet à ton endomètre de se vider. Puis si il se vide pas assez souvent, ben là, t'es à risque de cancer de l'endomètre. Pour pallier à ça, ben elle suggère fortement les hormones. J'ai déjà pris la pilule contraceptive justement parce que je soupçonnais là, que j'avais probablement les ovaires polykystiques. Les hormones, ben ça avait l'air d'être une bonne solution parce que c'est censé régler ton cycle. Mais dans mon cas, ça réglait pas tant que ça. Mais non seulement ça, mais j'avais plein d'effets secondaires dégueulasses, là. Comme j'étais tout le temps fatiguée, j'étais tout le temps ballonnée, j'avais jamais d'appétit, j'avais des crises de panique, genre je faisais tout le temps de l'anxiété, j'ai eu des infections urinaires à répétition, puis je faisais de la rétention d'eau, j'étais tellement pas confortable. À chaque fois que je parlais de ça au pharmacien, il était comme mais c'est normal, ça prend un temps à ton corps de s'habituer. C'est toujours normal. oui, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que tu t'habitues à ça, puis c'est comme c'est quoi là, faut que je vive de même pendant 1 an. Ouais. Puis après ça, j'ai fini par les arrêter là, les pilules, puis comme j'ai arrêté d'avoir des infections urinaires. Genre, j'avais plus d'énergie, je me sentais mieux, j'avais de l'appétit, là, comme pour la première fois en je sais pas combien de temps, tu sais, c'est fou, là, l'anxiété a baissé, ça a aucun rapport, là. Puis là, je suis censée voir la pilule contraceptive comme la solution idéale à mon syndrome des ovaires polykystiques actuel pour peut-être éviter un risque de cancer de l'endomètre. Je veux dire, je comprends que c'est bien la médecine préventive, puis j'ai pas envie de m'opposer à ça non plus. Est-ce que la perte de ma qualité de vie, ça vaut vraiment peut-être éviter un risque du cancer de l'endomètre? Je veux dire, prendre ces hormones-là encore, ça va-tu, genre, pas me causer d'autres risques, là? La liste des effets secondaires et des risques est comme interminable, là. Je sais pas si t'as vu le projet de la fille qui a commencé à tricoter sa liste d'effets secondaires de contraceptifs, là. C'est un projet qui est comme sur des années, là, puis tu vois une espèce de tapis, là, genre, qu'il faut qu'elle range dans des bacs, là, genre, c'est vrai, mais c'est un gros statement, mais c'est ça, tu sais. On pense beaucoup justement à la gynécologie pis tout, mais les hormones, ça touche à... Tu sais, ça peut impacter plein d'affaires aussi. Pendant un temps, j'avais un stérilet, j'avais des crampes, c'était vraiment insupportable, puis ça finissait plus, là, tu sais, comme ça a un peu diminué, mais ça a duré des mois et des mois, puis à un moment donné, j'étais juste plus capable, fait que je l'ai fait retirer. Quand ils te présentent ces moyens de contraception-là, ou te disent vite qu'il y a des effets secondaires possibles pis tout, mais je pense que c'est quelque chose qu'on prend quand même à la légère. Puis là, je trouve que c'est quand même délicat parce que ça reste que... On parlait de tradwives tantôt, mais il y a comme toute cette narrative-là aussi de... Ça serait pas naturel, tu sais, la contraception, puis tout ça, hormonal. Je trouve que ce qui est important, surtout, c'est que les gens ils soient renseignés, qu'on prenne ça au sérieux aussi, là, ces inconforts-là. Dernièrement aussi, j'ai vu une vidéo d'une maman qui se faisait tendre son bébé naissant par les infirmières, puis elle est comme toute inquiète parce que le bébé, il est comme tout mauve, puis il est tout plissé. Puis beaucoup de femmes dans les commentaires de cette vidéo-là témoignaient du fait que eux, leur accouchement, mais ça s'est pas vraiment passé comme dans les films ou dans les histoires qu'on se fait raconter, puis comment ça peut être vraiment déstabilisant, puis ça vient vraiment briser en fait l'espèce d'image que tu te fais de l'accouchement, parce que on se fait tellement vendre cette idée que quand tu vas accoucher, tu vas être pleine d'hormones, puis tu vas comme aimer instantanément ton bébé, puis un lien va se créer, puis tout. Mais tu sais, la dépression postpartum, c'est aussi extrêmement courant. Puis une des raisons pour lesquelles c'est aussi courant, c'est parce qu'on se fait toutes ces attentes-là sur la relation avec le bébé va se créer naturellement, puis que tu vas l'aimer, puis vouloir prendre soin de lui, puis que toute ta vie va tourner autour de lui, puis que ça va devenir naturellement toute cette énergie-là, tu sais, puis cette patience-là, puis cette résilience-là. Mais
tu sais, ça reste que des fois, un accouchement, c'est un événement qui peut être un peu traumatisant aussi, qui peut être extrêmement douloureux, extrêmement sanglant. Le bébé, des fois, il est pas vulnérable. Puis justement, dans la vidéo dont je parlais, ben c'est que la maman, elle voyait ce petit bébé-là tout fragile, puis elle osait comme pas y toucher, tu sais. Puis c'est un réflexe qu'on a souvent quand on se fait présenter un bébé naissant. Des fois, on a comme un petit mouvement de recul. Mais quand c'est ton propre bébé, tu t'attends à ce que la relation se crée. Ça peut des fois mal se passer, puis ça se peut que le lien, il se fasse pas aussi facilement que ça. Puis dans ce temps-là, il faut être soutenu. Puis ces temps-ci, on parle beaucoup aussi de comment il y a une baisse du taux de natalité, en partie parce que les femmes ont moins envie d'avoir des enfants aussi, parce que la société soutient peut-être pas autant les mères, les jeunes mères qu'à d'autres époques où est-ce que, tu sais, on dit des fois ça prend un village pour élever un enfant, mais en ce moment, le village, puis ça s'applique aux jeunes familles, mais aussi à toutes sortes de gens vulnérables dans la société, là, mais le village, il est pas super présent, tu sais. Fait que c'est bien beau de vouloir être un taureau résilient, là, pis tout, mais c'est aussi toute notre responsabilité d'être là les uns pour les autres. Dans mon cas, moi, tu sais, je suis pas si pire que ça, parce que je peux toujours refuser de prendre l'hormone, là, si je trouve que ça m'affecte trop, pis ça, mais, tu sais, j'aurais pu être dans un système où j'aurais pas eu le choix. Par exemple, aux États-Unis, là, avec l'interdiction de l'avortement, il y en a des gens là, qui en parlent au Québec puis au Canada, là, puis c'est quand même assez effrayant. Là, aux États-Unis, Adriana Smith, l'année dernière... Elle a eu une mort cérébrale. Ouais, c'est ça. Puis ils ont gardé le corps en vie artificiellement. Exactement. Pour qu'elle finisse sa grossesse, ouais. Ouais, puis je suis même pas sûre qu'on peut parler de vie. Tu sais, c'est comme on a gardé ses fonctions vitales. Son corps est utilisé comme une machine. Ils ont utilisé son corps comme incubateur. Ça dit rien sur le bien-être de l'enfant. Pas juste pour moi, là, pour comme pas mal tout le monde. Ça a été une histoire hyper malaisante puis hyper inconfortable. Puis jusqu'à quelle violence on laisse l'État agir sur la femme, justement. Là, archi tragique, cette histoire-là. Puis au nom de quoi, là? L'idée de pro-vie dans ce cas-là est un peu... Ben, je sais que l'enfant, il a survécu quand même, là. De ce qu'on sait, en tout cas, le bébé, il semble être correct. Je sais qu'il était pas marié aussi, les parents. Fait que le père, en tant que tel, ça a été toute une bataille légale aussi pour avoir le droit de s'occuper de ce bébé-là qui est... Puis ça reste que c'est le système, en plus, américain, tout est privé. Fait que ça a dû coûter une fortune pour un bébé qui aurait pu décéder dès la naissance ou quelques jours après, là. Fait que... La famille s'opposait à garder ce corps de Adriana Smith en vie. Ben, en tout cas, fonctionnel. Ils savaient très tôt, là, qu'il aurait fallu qu'elle se fasse avorter puis que c'était pas une grossesse viable. Puis là, finalement morte de ça. Elle est morte de sa grossesse? Oui, c'était des complications dues à sa grossesse, oui. Ben, ça a quelque chose de tellement blasphématoire, en fait. Ben oui. Là, je veux dire, le mot, c'est cadavre, là. Non, c'est oui, son ben cadavre, c'est là. ça. D'habitude, t'es supposé c'est des funérailles, puis tout, là. Il y a comme tout un deuil que tu peux pas faire tant que... Il y a rien de naturel, en fait, là-dedans, non, justement. Il y a quelque chose de vraiment... On joue à Dieu, là, au contraire, là. Ça fait Frankenstein, là, quasiment. Ben, ouais. Puis, tu sais, accouchement, là, je veux dire, c'est un grand mot, là, pour un cadavre, là. Justement, tous les frais médicaux de ça sont allés à la famille, malgré eux. Cette histoire-là est vraiment... j'ai même pas de mots, là. C'est au-delà de la vache à lait, là. Comment tu peux presser un citron, tu sais, jusque dans la mort, littéralement, là. C'est le Madonna Slut Complex. Ah, oui, je pense que c'est le complexe de la salope et la Madone, ou en tout cas, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'appelle, mais comme un espèce de phénomène où ce que ces hommes-là, mettons, on parle de masculinité toxique, là, mais qui ont un point de vue très binaire, justement, sur les hommes et les femmes, peuvent pas se reconnaître dans la femme parce que c'est une autre créature, c'est comme une autre espèce complètement. Quand cette espèce-là, ben, elle est réduite à être une maman, prendre soin des autres ou être un objet sexuel, ben, des fois, il y a comme cette espèce de fracture-là aussi qui se fait parce que surtout comme quand t'es dans la chrétienté puis tout ça, de plus en plus il y a comme la virginité là qui revient là, qu'il faut que tu conserves ta virginité, puis même si tu vas pas dans cet extrême là, il y a quand même toute l'idée du body count sur les applications de rencontres puis tout, ben il y en a qui posent cette question là comme si ça avait une quelconque importance par rapport à la relation que t'allais avoir avec cette personne là, tu sais. Tu vas
sortir avec quelqu'un parce que tu penses que cette personne-là est comme assez pure pour te mériter, tu sais. Puis là, en même temps, ben, c'est comme un peu contradictoire avec le fait que tu veux sortir avec quelqu'un qui t'attire aussi, tu sais, avec quelqu'un avec qui t'as comme une certaine, ben oui, une chimie, là, tu sais. Puis là, je sais pas si tu veux parler de ton histoire, oui, mais c'est ça, c'est parce que j'attendais le moment. Ces deux archétypes-là, la madone et la salope, j'y ai été confrontée, tu sais, en pleine face, là. Je me percevais pas nécessairement comme l'une ou l'autre, tu sais, mais je me le suis fait servir par un ex. Ben, je pense qu'il y a personne, effectivement. Non, mais on est des êtres humains avec plusieurs facettes, là. Oui. Ça fait un peu partie de... Mais en même temps, tu sais, tu pourrais lire le livre The Ethical Slut, tu sais, si tu t'intéresses au polyamour puis à la non-monogamie, puis là-dedans, elle se réclame, là, elle veut se réapproprier le terme slut, là, tu sais, comme... Ouais, ok, mais ça reste que je pense que personne ne pense que son identité est limitée à ça. Ah oui, non, c'est sûr. C'est tellement tabou, là, le désir féminin, puis tout ça, que absolument. Je comprends absolument la nécessité de se réapproprier ça, parce que sinon, c'est comme si t'as pas le choix, un peu, parce que c'est très difficile de naviguer à l'extérieur de ces tropes-là, là, oui. Fait que je pense qu'on a tout un petit côté un peu maternel, tu sais, puis ça s'adresse aux gars aussi, là. On a tout un petit côté un petit peu maternel, on a tout un petit côté un petit peu slut. Non, mais c'est ça, mais je pense qu'il y en a qui vont l'assumer plus que d'autres. Il y en a qui vont vraiment y aller. Moi, je m'assume, là, tu sais, comme j'ai une sexualité assumée, puis comme je veux avoir des multiples partenaires, puis comme, tu sais, à la limite, peut-être que je suis perçue comme une salope, mais je m'en fous parce que je veux vivre ma vie, puis je veux vivre sans tabou, justement, tu sais. C'était pas vraiment mon approche, c'est ça l'affaire, c'est que dans le sens que c'est une étiquette valide, mais dans laquelle toi tu t'identifiais. Non, c'est ça, voilà. C'est ça. Puis en grandissant dans une culture largement judéo-chrétienne, tu sais, comme qu'on le ressent, là, l'espèce de la pression de la pudeur, puis de devoir être correct, tu sais, puis de devoir comme bien fitter dans les normes sociales, puis mais en même temps, justement, avoir cet appel-là de plaire aux autres, tu sais, puis comme peut-être tomber des fois un peu plus dans l'interdit. Puis là, comme quand tu sors justement de la mononormativité, tu sais, genre les étapes une après l'autre, là, tu commences par dater, puis tu te vois plus souvent, puis là, t'aménages ensemble, puis tu te maries, t'as des enfants, t'achètes une maison, ainsi de suite. Là, tu sais, comme, il y a d'autres façons de vivre ces relations. Tu sais, je m'étais justement pas dit je vais me caser dans ça, tu sais, comme à la limite ça me dérange pas la monogamie, j'ai pas vraiment eu de relations full satisfaisantes, là, comme long terme. J'ai jamais trouvé ça particulièrement intéressant d'être juste dans une relation monogame. Je pense que j'aurais pas de problème à être heureuse, là, tu sais, si je trouvais un partenaire qui voulait être monogame, que, je sais pas, nos besoins étaient comblés dans une relation justement normie, genre, go for it, là, comme... Ça doit être normie, mais je comprends, parce que dans le sens que c'est la normativité qui nous pousse à ça, là. Oui, c'est ça. En même temps, il y a plein de raisons pratiques à ça, là. Moi, j'habite toute seule en ce moment, là, dans mon appart, puis tu sais, je suis privilégiée parce que j'habite dans une coop, mais comme payer pour son appart tout seul, payer pour tous ses frais de la vie tout seul, là, puis tout faire tout seul tout le temps, là, c'est quand même, c'est exigeant, là. Quand même un petit peu plus facile quand t'es pas tout seul. Ouais, là, définitivement, ouais. On parle de sécurité, tantôt on parlait de sécurité financière, puis sécurité émotionnelle, c'est aussi un gros point là, dans l'archétype du taureau en général, tu sais. Moi, je recherchais vraiment beaucoup la sécurité émotionnelle dans ma relation, tu sais, puis je pense que c'est comme pas mal la base, là, de toute relation. Cette personne-là que je fréquentais m'a essentiellement dit, et je le cite, « Sur papier, t'es ma blonde parfaite, mais dans l'éventualité où je voudrais des enfants, j'en veux pas avec toi. » Je suis certaine que lui, tu sais, il était complètement authentique dans ce qu'il disait, puis il cherchait pas à me blesser. Mais moi, recevoir ça, ça a été extrêmement violent, là. J'étais déjà pas bien parce que je cherchais une sécurité émotionnelle que j'avais pas. Puis là, lui, il me confirme qu'il est pas prêt à s'engager à être là pour moi parce que je suis pas la femme potentielle, je suis pas la mère potentielle de ses enfants. De se faire confronter à quelque chose comme ça, tu sais, dans cette situation-là, lui, il était prêt à continuer de me dater, mais de me dater juste en attendant qu'il rencontre quelqu'un d'autre avec qui il voudrait avoir des enfants, tu sais. Lui, à long terme, c'est ça qu'il espérait, rencontrer la mère de ses enfants puis continuer de sortir avec d'autres filles on the side, ou... Oui.
Ok. Ouais, ben c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on disait. Là. Ben, c'est ça. Fait que moi, je rentrais bien dans son profil de salope. Moi, ça me remettait d'en face que sa perception de moi, là, fallait que je remplisse un rôle, tu sais, comme... Dans le sens... Dans sa conception du monde, moi, je fitais pas dans le rôle de la mère de ses enfants, tu sais. T'essaies de t'ouvrir émotivement puis être présent pour l'autre personne, puis essentiellement te faire rejeter parce que tu remplis pas un rôle reproductif, tu sais. C'est un petit peu intense, là. Je veux dire, ça se peut, là, de dater quelqu'un puis te rendre compte que cette personne-là, tu sais, tu veux pas avoir tes enfants avec, là. C'est juste que je pense que dans la situation que j'ai vécue là, j'ai été vraiment confrontée à l'opposition entre c'est le fun de te voir puis on a du fun ensemble, mais tu seras pas la mère de mes enfants. C'est peut-être moins évident le lien, mais c'est surtout un lien qui est temporel. Juste avant, en fait, la période du taureau, on a eu cet méga événement historique, en fait, là. Correspond aussi à la première fois qu'on avait une femme astronaute comme ça dans ce genre de mission-là. Effectivement, Artemis 2, c'est ça. Tout le monde un peu là, a été touché par ça, tu sais, comme on a été vraiment émus de cet événement-là. Pour moi, tu sais, c'est quand même le symbole de juste comme l'amour du monde dans lequel on vit, puis l'émerveillement. Ça fait un tout petit lien avec le signe du taureau, dans le sens où la vache qui est paisible dans son pré puis qui fait juste vivre d'amour, là. Pour moi, c'est cette expérience-là, tu sais, du beau puis du paisible qu'on a retrouvé aussi dans la mission d'Artemis. On parlait de résilience puis de persévérance. Oui. Je veux dire, toute cette équipe-là, c'est toutes des gens qui individuellement ont un parcours de vie quand même assez spectaculaire aussi. Ben, tu sais, je veux dire, c'est la NASA puis c'est aussi l'Agence spatiale canadienne là, qui sont de concert. Un truc aussi qui me trottait dans la tête, c'est comment ça nous réconcilie en fait un peu avec la science. Dernièrement, les innovations scientifiques, on a une vision un peu glauque du futur. Là. Même l'exploration spatiale en tant que telle, c'est de plus en plus un territoire, mettons, qui est colonisé par les corporations. Là. Je veux dire, la colonisation de l'espace, ça commence à être un sujet de conversation, là, que ce soit par du tourisme commandité par Amazon ou que ce soit des satellites de Elon Musk. Ah oui, c'est vrai, aussi, ça peut être inspirant, l'espace. Oui. C'est un beau signe de paix aussi, parce que en ce moment, on parle beaucoup de la fin des relations un peu entre les États-Unis et le Canada, mais tu sais, ça laisse quand même une porte ouverte. Artémis aussi, de la déesse de la chasse grecque. Qui était comme très protectrice. Là, je me souviens plus c'était quoi que t'avais ressorti. Je peux le retrouver. En fait, je me demandais même pourquoi ça s'appelait Artemis la mission. Ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est ça. Ah! Elle est la cause des morts subites et du mal qui emporte les femmes en couche. C'est un drôle de lien, là, mais... Quand même, hein? Ah, protectrice des très jeunes enfants, des jeunes filles vierges et des jeunes animaux. Déesse de la lune. Ok, ça doit être pour ça que ça s'appelle Artemis. Oui, voilà. Ok. Est en opposition avec son frère Apollon qui est associé au soleil. Ah, ok, là ça a plus de sens. Voilà. Oui. Il me semble qu'on l'associe vraiment pas souvent à la lune, même en astrologie à Artemis, là. Je veux dire, je suis sûre que ça existe, puis je sais pas tout de qu'est-ce qui s'écrit en astrologie, mais comme si je l'ai vraiment pas souvent vu, le nom d'Artemis associé à la lune spécifiquement. Fait que les femmes ont la vie dure, mais au moins on les envoie dans l'espace des fois. Une sur 6 quand même, là, mais bon. Parlant d'événements actuels, ben j'aurais juste envie de dire un petit mot sur le ciel astrologique actuel aussi. Le 25 avril, on a Uranus qui rentre en Gémeaux. C'est un gros événement astrologique parce que Uranus reste très longtemps dans un signe à la fois. Pas comme la Lune là, qui fait le tour du zodiaque en un mois. Uranus, je le disais la dernière fois, prend 84 ans faire le tour du zodiaque. Fait que dans chaque signe passe à peu près 6 ans. Donc là, Uranus était dans le Taureau depuis 2020, la pandémie. Puis maintenant, on passe à autre chose avec Uranus en Gémeaux. C'est une planète de surprise, de grands changements. C'est associé à l'archétype du marginal, des fois l'illuminé aussi. Puis le Gémeaux, c'est un signe qui est très intellectuel, qui est beaucoup dans les idées, essayer pour voir. Le concept du dédoublement. Je crois qu'on peut s'attendre avec Uranus en Gémeaux à
vraiment beaucoup plus de deepfake. C'est un signe, tu sais, qui a tendance à être assez girouette. Il veut sauter d'une idée à l'autre. Son but, c'est la connaissance. Mais tu sais, pas tant nécessairement la connaissance approfondie, c'est juste en apprendre autant qu'il peut sur tous les sujets, tu sais. La curiosité. C'est ça. C'est vraiment son essence, c'est la curiosité. Quand t'es un petit enfant curieux, là, tu fais pas un travail de moine copiste. Puis Uranus, c'est la planète des surprises, des grands changements, des fois des fractures dans le système. C'était toute une surprise, là, la pandémie en 2020. Là. Uranus en taureau, ça a beaucoup affecté tous les systèmes, la sécurité, le système financier, tout ça, tu sais. Puis là, mais on a Uranus qui rentre en Gémeaux cette année, puis il va rester là jusqu'en 2032. Des découvertes scientifiques, justement. On parle de curiosité. Oui, c'est ça. Okay. Oui, mais je pense que ça va être beaucoup de l'expérimental. Par exemple, essayer, je sais pas, des voitures autonomes. Puis ça commence à se faire déjà, peut-être t'sais. Des nouveaux systèmes politiques. Oui, peut-être... oui. C'est très, très, très possible, oui. Le AI est en train de prendre comme toute la place en ce moment. On a de la misère à départager, tu sais, de c'est quoi le vrai du faux. Puis il y a ce côté-là, là, avec le Gémeaux, t'as tout le temps un double. Bref, le mouvement astrologique du mois, si c'est pas de l'année, c'est vraiment Uranus en Gémeaux qui arrive le 25 avril. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Comme on a 7 followers, c'est vraiment pas énorme, mais c'est full encourageant. Mais oui, on parle pas tout seul dans notre coin. Non, c'est ça. Fait que merci d'être là, d'être avec nous, d'avoir écouté. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à partager. Où est-ce qu'on peut te trouver, Marianne? Je pense pas beaucoup, mais sur mon Instagram, vous pouvez me trouver à Marie Godbout, c'est Marie pas de E, M-A-R-I, Godbout, G-O-D-B-O-U-T. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais, aussi, je poste de façon très variable sur les médias sociaux, mais en général, VM_en-bas sur Instagram, sinon VMacera sur Blue Sky. Si vous, par hasard, vous vouliez une consultation astrologique, ben ça c'est witchcosmic.com.